Le 2 novembre 2020, non, 2020, une journée de commémoration bascule soudainement. En quelques minutes, un discours transforme le silence social en promesse de rupture, en plaçant les violences faites aux femmes au cœur de l'agenda national. Mais qu'est-ce que cela change concrètement pour ceux qui vivent loin des tribunes et jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il aller sans refracturer la société qu'il veut réveiller? Si le pays a entendu l'appel, le plus difficile commence maintenant. Cette prise de parole n'est pas présentée comme un simple moment de communication politique, mais comme une promesse de transformation sociale qui engage tout le pays. Elle place un enjeu précis au centre: faire reculer la violence structurelle visant les femmes et rompre avec des mécanismes longtemps tolérés. Pour le public, l'intérêt est clair: comprendre comment une parole officielle peut déplacer des normes. Dans le sillage du discours, le texte décrit un phénomène rare: des radios régionales qui diffusent en continu des extraits des communautés qui relaient le message, et une société qui réagit plus vite que prévu. Cela crée une attente immédiate, presque une dette de curiosité. Si la parole a ouvert une brèche, quelles mesures concrètes suivent et surtout, quelles résistances surgissent dans les zones où les traditions restent déterminantes? L'enjeu dépasse l'image d'un dirigeant. Il touche l'école, la santé, le travail et l'équilibre entre modernisation et cohésion sociale. La question centrale se précise: ce basculement est-il le début d'un mouvement durable ou une accélération fragile qui pourrait se heurter à des forces plus profondes? En moins de 24 heures, le discours du 2 novembre 2025 n'a pas seulement circulé, il a déclenché des réactions visibles, comme des émissions de radio régionales entièrement consacrées à ces extraits. Et, dans la dynamique décrite par la source, les premières années suivantes affichent déjà des marqueurs chiffrés: une hausse de 25% de la scolarisation des filles en zone rurale, une baisse de 18% de la mortalité maternelle et plus de 50 000 femmes intégrées à des emplois agro-industriels. Ce contraste est la clé de lecture. À l'origine, il ne s'agissait que d'une journée de commémoration, un moment d'habitude symbolique. Or, Ibrahim Traoré en fait un point de rupture. Il nomme ouvertement les violences faites aux femmes et surtout, il met en cause les mécanismes sociaux et culturels qui les entretiennent. La source insiste sur cette différence. La parole ne se limite pas à dénoncer, elle organise un changement d'agenda. Ce déplacement produit un effet immédiat sur la société. Là où le sujet était souvent évité ou cantonné à la sphère privée, il devient un thème public repris dans des espaces inattendus. Des cercles de paroles apparaissent, notamment dans des lycées de Wahigouya, où des jeunes filles commencent à discuter publiquement d'expériences et d'aspirations longtemps tues. Dans plusieurs villages du Sahel, des associations locales relaient des extraits et organisent des réunions communautaires, un fait présenté comme quasi inédit dans des zones où le tabou restait dominant. Derrière cette onde de choc, le texte décrit aussi un profil: un ancien militaire devenu président en période de crise, dont l'autorité est davantage liée à une relation directe avec la population qu'à des symboles institutionnels. Cette posture l'explique pourquoi la parole frappe si vite: elle semble venir du quotidien, pas d'une distance de pouvoir. Mais l'ouverture d'un espace de dialogue n'est pas encore une victoire. La source souligne déjà les résistances, notamment de chefs traditionnels et de responsables religieux, inquiets d'un bouleversement des équilibres sociaux. C'est là que la question devient stratégique. Ibrahim Traoré a-t-il créé une brèche réformiste ou une tension durable entre modernisation et ordre social? Dans le récit proposé, le président n'est pas seulement l'orateur du 2 novembre, il devient un personnage guide, celui qui ouvre une porte que d'autres n'osaient pas pousser.
Ibrahim Traoré est décrit comme un dirigeant dont la légitimité vient moins des codes politiques classiques que d'un lien direct avec la population, façonné par la crise et par l'expérience concrète des difficultés quotidiennes. Cette proximité explique pourquoi sa parole sur un sujet aussi sensible produit un choc immédiat. Elle ne sonne pas comme une posture, mais comme une mise en cause frontale de pratiques enracinées. L'impact précoce se lit dans des scènes courtes, presque banales, mais révélatrices. À Owaïgouya, dans des lycées, des cercles de parole se forment spontanément. Des jeunes filles, souvent reléguées à l'arrière-plan, prennent la parole en public, évoquent ce qu'elles ont subi, ce qu'elles n'osaient pas nommer et ce qu'elles attendent d'un pays qui promet désormais de les protéger. Ce type d'espace, décrit comme inédit, n'est pas une simple discussion, c'est une rupture dans le rapport au silence. Dans plusieurs villages du Sahel, la réaction suit une logique différente, plus communautaire. Le discours est relayé par des associations locales, puis discuté en réunions ouvertes. La source souligne la radicalité de ce mouvement. Il se déploie précisément là où les sujets liés aux violences faites aux femmes étaient considérés comme intouchables. Le message passe donc d'un centre politique à un réseau social diffus, en touchant des lieux où la réforme, d'ordinaire, arrive tard. En définitive, une parole peut déplacer des vies. Avant le 2 novembre 2025, la journée avait une fonction claire: commémorer, répéter les gestes attendus, maintenir une forme de continuité. Puis vient le basculement. Ibrahim Traoré choisit de rompre avec l'usage et de déplacer l'attention vers ce qui, selon la source, avait longtemps été tu ou relégué: les violences faites aux femmes et la violence structurelle qui les rend possibles. Cette première rupture n'est pas seulement thématique, elle change le ton. Le discours n'adopte pas une prudence habituelle. Il nomme, accuse et relie les actes à des mécanismes sociaux et culturels. Le déclencheur est donc une parole publique qui crée un nouveau centre de gravité. Dans les heures qui suivent, un signe frappe par son caractère inédit. Les radios régionales diffusent en continu des extraits. La source insiste sur cette réaction comme sur un indicateur de bascule collective. Là où les médias étaient traditionnellement discrets sur des sujets sensibles, ils deviennent amplificateurs. Ce passage des mots aux ondes n'est pas un détail technique. C'est une preuve que le sujet quitte le cercle privé pour entrer dans l'espace commun, là où il devient débat, pression sociale et attente politique. La montée en intensité se fait ensuite par relais. Les extraits circulent rapidement dans les réseaux communautaires du Sahel et le message se transforme en matériau de discussion. Ce n'est pas encore une réforme, mais c'est déjà une mobilité de la parole, un tabou qui commence à se dire de proche en proche, parce qu'il reçoit une autorisation symbolique venue du sommet. À ce stade, le discours agit comme un catalyseur. Il ne résout rien, mais il change ce qui peut être dit et par qui. Le premier tournant institutionnel arrive avec l'idée d'une réponse visible. La source évoque la création rapide d'une commission nationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, décision à la fois symbolique et structurante. Elle marque une transition. La parole s'adosse à un dispositif. En parallèle, les ministères de l'Éducation et de la Santé commencent à engager des mesures visant l'accès des femmes et des filles à l'école et aux soins. La dynamique est présentée comme une accélération: ouverture d'écoles dans des zones où l'éducation était difficilement accessible, renforcement de centres de santé et mise en place de services adaptés aux besoins spécifiques des femmes. À mesure que les décisions se déploient, la société répond par des initiatives de terrain. Dans des lycées de Ouahigouya, des cercles de parole se forment spontanément. Des jeunes filles, habituellement invisibles dans le débat public, discutent de leurs expériences et de leurs aspirations. Dans plusieurs villages du Sahel, des associations locales organisent des réunions communautaires de sensibilisation, un phénomène décrit comme quasi inédit
dans des régions où ces sujets étaient restés tabous. L'événement initial se transforme alors en chaîne: discours, amplification médiatique, relais communautaires, premiers dispositifs gouvernementaux, puis initiatives locales. Mais l'histoire ne suit pas une trajectoire sans friction. La source souligne une résistance. Chefs traditionnels et responsables religieux expriment leur désapprobation, craignant une perturbation des équilibres sociaux. Cette opposition n'annule pas le mouvement, elle en révèle le coût. Le processus devient une tension entre modernisation et préservation des normes. Et c'est là que la question se durcit. Si un discours peut ouvrir une brèche, quelles forces tenteront de la refermer et à quel prix pour la cohésion sociale voulue par Ibrahim Traoré? Entre 2025 et 2027, les indicateurs décrits basculent nettement. La scolarisation des filles en zone rurale progresse de 25%, la mortalité maternelle recule de 18% et plus de 50 000 femmes accèdent à des emplois agro-industriels. Ce triptyque sert de lecture, une lecture de départ puis de progression. Un état initial marqué par l'exclusion et la fragilité, puis un déplacement mesurable vers l'accès, la protection et l'autonomie. Le premier chiffre, celui de l'école, n'est pas présenté comme une simple statistique. Il signale un changement d'attitude des familles, en particulier dans les espaces ruraux où l'éducation des filles est restée souvent secondaire. La source insiste sur une combinaison d'outils: ouverture de nouvelles écoles, mise en place de bourses pour les filles issues de familles défavorisées, et effort de réduction des inégalités entre villes et campagnes. Autrement dit, la hausse traduit une décision familiale nouvelle, devenue socialement acceptable. Le second chiffre, la baisse de la mortalité maternelle, est traité comme un marqueur de survie, donc comme un révélateur moral autant que sanitaire. La source l'attribue à la construction de centres de santé, au renforcement des services prénatals et à la formation de sages-femmes locales, surtout dans les régions où l'accès aux soins était historiquement limité. Autrement dit, moins de décès signifie des soins prénatals réguliers, proches, réellement accessibles. Le troisième chiffre, les 50 000 emplois, trace une autre ligne, celle de l'autonomisation économique. Le texte met l'accent sur des programmes de microcrédit et d'entrepreneuriat, soutenus par des ONG locales et internationales, et sur l'intégration de femmes dans des usines de transformation du coton et des noix de cajou. Ici, l'effet n'est pas seulement individuel, il se diffuse dans les communautés. Les revenus sont réinvestis dans l'éducation des enfants, les soins de santé et l'amélioration des conditions de vie, produisant un effet d'entraînement décrit comme un renforcement de la cohésion sociale. Autrement dit, l'emploi stabilise le foyer et finance l'école, la santé. Ces trois mesures, mises côte à côte, ne disent pas tout, mais elles cadrent une trajectoire. Un agenda social devient un ensemble d'actions concrètes, puis des résultats visibles. La source décrit aussi l'architecture derrière ces chiffres: commission dédiée, initiatives ministérielles, infrastructures nouvelles et relais communautaires. L'important dans ce dispositif est la vitesse. La parole du 2 novembre 2025 se transforme rapidement en politique publique, et ces politiques publiques commencent à produire des signaux tangibles. C'est ce qui donne à la prise de position d'Ibrahim Traoré un caractère particulier. Elle n'est pas racontée comme une déclaration isolée, mais comme le point d'amorçage d'un cycle d'exécution. Cependant, la source ne présente pas ces résultats comme définitifs. Elle insiste sur l'existence de résistances culturelles et sociales et sur la lenteur du changement des mentalités. Certaines communautés continuent de percevoir l'émancipation des femmes comme une menace pour l'ordre social établi. Les chefs traditionnels et certains leaders religieux, décrits comme influents dans les zones rurales,
expriment des inquiétudes sur la rapidité de la transformation. C'est là que la lecture quantitative devient aussi une lecture de tension. Plus les chiffres progressent, plus la question de l'acceptation sociale devient centrale. Autrement dit, les indicateurs montrent un mouvement, mais ils ne garantissent pas sa durabilité. Ils prouvent qu'une dynamique est enclenchée, qu'un espace d'action existe et que les politiques engagées commencent à produire des effets. Mais ils ouvrent aussi une interrogation. À mesure que l'école, la santé et l'emploi féminin progressent, la société absorbera-t-elle ce déplacement ou cherchera-t-elle à en ralentir l'élan? Dans ce récit, le chiffre n'est donc pas une fin. C'est une preuve provisoire et une pression supplémentaire sur l'avenir du processus impulsé par Ibrahim Traoré. Les critiques les plus solides des réformes décrites ne se résument pas à un rejet pur et simple. Elles avancent deux arguments cohérents, ancrés dans une logique de stabilité sociale. D'abord, un premier argument revient souvent, la vitesse du changement. Dans certaines zones rurales, les rôles sociaux et les pratiques traditionnelles structurent l'équilibre des communautés depuis des générations. Accélérer des réformes sur les normes de genre pourrait, selon cette lecture, produire des fractures, conflits familiaux, contestations d'autorité, tensions entre jeunes et anciens. Les chefs traditionnels et certains responsables religieux évoqués par la source expriment précisément cette inquiétude. La transformation risque de perturber un ordre qui, même imparfait, garantit une forme de cohésion locale. Ensuite, un deuxième argument apparaît, l'origine perçue des réformes. Les opposants craignent qu'un agenda d'égalité des genres soit vu comme importé ou imposé, surtout lorsqu'il s'accompagne de partenariats avec des organisations internationales. Dans cette perspective, la réforme est soupçonnée de fragiliser l'identité culturelle, de délégitimer des repères communautaires et de nourrir un ressentiment contre l'État central. Le danger ici ne serait pas seulement moral, mais politique. Si une partie de la population se sent méprisée, elle pourrait se retirer du processus, ralentir l'application des mesures ou encourager des blocages durables. Ces objections ont une force réelle parce qu'elles parlent d'adhésion, pas seulement de doctrine. Pourtant, la source donne aussi des éléments qui permettent de les relativiser. D'abord, la dynamique décrite n'est pas seulement verticale. Après le discours, des initiatives locales apparaissent. Cercles de parole dans les lycées de Wahiguya, réunions communautaires dans des villages du Sahel, relais par des associations locales. Cela indique une appropriation, même partielle, et surtout une circulation du débat au-delà du centre politique. Ensuite, les réformes ne sont pas racontées comme une pure déclaration de principe. Elles produisent des résultats mesurables, notamment dans l'éducation, la santé et l'emploi. La hausse de la scolarisation des filles, la baisse de la mortalité maternelle et l'intégration de milliers de femmes dans l'agro-industrie ne suppriment pas les tensions, mais elles rendent plus difficile l'idée que rien ne change ou que tout est artificiel. La réponse la plus robuste dans ce récit est donc pragmatique. La question n'est pas de nier les résistances, mais de gérer la transition sans casser les équilibres, tout en maintenant l'accès à l'école, aux soins et à l'autonomie économique que le processus met en mouvement autour d'Ibrahim Traoré. Tout a changé, puis s'est accéléré. Le point médian du récit n'est pas un nouveau chiffre, mais une bascule de perception. Le discours du 2 novembre 2025 cesse d'être vu comme une déclaration isolée et commence à être traité comme un début de cycle. La source le montre à travers un détail révélateur. L'espace de dialogue ne reste pas cantonné aux institutions. Il se propage dans des lieux où l'on n'attend pas la politique sociale. Dans les lycées de Waïgouya, des cercles de parole surgissent spontanément. Dans des villages du Sahel, des associations relaient le message et organisent des réunions ouvertes. Ce déplacement est décisif parce qu'il touche le tabou.
Ce qui était considéré comme indicible devient discutable, donc contestable, donc transformable. Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un président qui dénonce, il devient un déclencheur qui autorise une société à se regarder autrement. La source insiste sur cette transformation silencieuse. Une parole publique change les seuils de tolérance, recompose les priorités et oblige chaque acteur, école, santé, communauté, autorité locale, à se positionner. Et c'est ici que la dynamique devient plus risquée. Plus le dialogue s'élargit, plus les résistances se cristallisent. La brèche est ouverte, mais elle n'est pas encore consolidée. Pour mesurer la portée réelle de ce moment, la source propose de descendre du niveau des déclarations vers celui des conséquences concrètes, là où une réforme cesse d'être un symbole et devient un changement de vie. À ce stade, la parole d'Ibrahim Traoré ne se juge plus seulement à l'intention, mais à ce qu'elle déclenche dans quatre sphères distinctes: l'État, l'économie, les ménages et le tissu social local. Chaque sphère avance à un rythme différent, avec ses gains immédiats et ses tensions propres. Pour l'État et l'appareil public, l'effet le plus visible est la réorganisation des priorités. La création rapide d'une commission nationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes marque une volonté de transformer une indignation en politique. Dans le même mouvement, les ministères de l'Éducation et de la Santé s'engagent sur des mesures structurantes: ouverture d'écoles dans des zones auparavant privées d'accès, renforcement des centres de santé, amélioration des services prénatals et formation de sages-femmes locales. La baisse de 18% de la mortalité maternelle, telle qu'elle est rapportée, devient ici un indicateur d'efficacité administrative autant qu'un signal de protection concrète. Mais cette action publique, précisément parce qu'elle touche aux normes, doit aussi gérer une opposition culturelle, ce qui oblige l'État à avancer sans rompre le lien avec les communautés. Pour le monde économique et les acteurs productifs, la réforme se traduit par un déplacement du rôle des femmes dans l'emploi. La source évoque plus de 50 000 femmes intégrées à des emplois dans les usines de transformation du coton et des noix de cajou, et l'existence de projets de microcrédit et d'entrepreneuriat. L'impact dépasse le salaire. Il modifie la place des femmes dans la chaîne de décision du foyer, leur capacité à investir et leur visibilité dans des secteurs auparavant dominés par les hommes. Dans certaines zones, cela peut créer des frictions. Dans d'autres, cela génère un effet d'entraînement économique en élargissant la base de consommation et en stabilisant les revenus des ménages. Pour les ménages et la vie quotidienne des familles, les conséquences se lisent dans les choix concrets. Envoyer une fille à l'école, accepter qu'elle poursuive des études, consulter plus tôt pendant une grossesse ou parler de violences auparavant tue. La hausse de 25% de la scolarisation des filles dans les zones rurales n'est pas seulement un chiffre, elle signifie que des familles modifient leur arbitrage entre tradition, coût et avenir. Cet ajustement peut être fragile, mais il transforme déjà les trajectoires individuelles. Et, dans la logique décrite, l'autonomie économique renforce ces trajectoires. Quand une femme gagne un revenu, elle peut réinvestir dans l'éducation, les soins et l'alimentation, créant un cercle de consolidation. Pour les communautés locales et le tissu social, l'effet le plus sensible est l'ouverture d'un espace de parole. Des cercles de discussion apparaissent dans des lycées à Wahigouya et des réunions communautaires émergent dans des villages du Sahel. Cette dynamique casse le tabou, mais elle crée aussi un nouveau front de conflit. Les chefs traditionnels et certains responsables religieux, mentionnés comme opposants, craignent une déstabilisation des rôles historiques. L'enjeu devient alors un équilibre: faire progresser la dignité et la protection sans alimenter une polarisation durable. Au total, la source suggère une conclusion provisoire. La parole d'Ibrahim Traoré a enclenché des effets réels, mesurables et vécus. Mais la durabilité dépend désormais d'un facteur central: la capacité du pays à absorber le changement sans se diviser. Dans les
6 à 12 prochains mois, la trajectoire décrite par la source se joue moins sur une déclaration supplémentaire que sur la capacité à transformer l'élan en continuité. Trois scénarios se dessinent, non comme des prédictions, mais comme des chemins conditionnels dépendant du rythme d'application des mesures et de l'acceptation sociale dans les zones où les normes restent déterminantes. La question ouverte est simple. Que devient une réforme quand elle rencontre jour après jour les routines d'une société? Dans un scénario de base, progression stable, tension maîtrisée. Les politiques engagées continuent de produire des effets visibles mais graduels. L'école et la santé consolident les acquis, les dispositifs d'accès se renforcent et l'emploi féminin dans l'agro-industrie poursuit sa dynamique. Dans cette trajectoire, l'État avance sans brusquer, en cherchant à intégrer les relais locaux. Les résistances restent présentes, mais elles ne se transforment pas en blocage généralisé. Le pays progresse par addition. Une école de plus, un centre de santé renforcé, un programme de soutien prolongé. Le changement devient une habitude. Dans un scénario plus optimiste, accélération et effet d'entraînement. Les mesures s'installent plus vite que prévu, les résultats deviennent plus visibles et l'adhésion sociale s'élargit grâce à une diffusion des bénéfices. Familles rassurées par l'accès aux soins, jeunes filles maintenues dans le cursus scolaire, communautés convaincues par les gains économiques. Les initiatives locales se multiplient et donnent à la réforme un visage concret, moins institutionnel. Dans ce cas, la transformation portée par Ibrahim Traoré se stabilise parce qu'elle se matérialise. Elle produit une amélioration perceptible, donc défendable, et devient plus difficile à remettre en cause. Dans un scénario plus défavorable, ralentissement, sous pression sociale. Les oppositions s'intensifient. Les tensions entre modernisation et tradition se durcissent et certaines communautés se ferment. Les dispositifs existent, mais leur application devient inégale, fragmentée, parfois contestée. Le risque est moins l'arrêt complet que l'érosion. Une fatigue politique, une prudence excessive ou un recul implicite face aux résistances qui affaiblit la cohérence du mouvement. Une recommandation de lecture s'impose. Ne pas confondre vitesse et durabilité. Si la réforme avance trop lentement, elle peut perdre son énergie. Si elle avance trop vite, elle peut déclencher un rejet. Le point décisif dans les mois à venir sera la capacité à maintenir l'accès à l'école, aux soins et à l'autonomie économique tout en réduisant la polarisation. Et la question demeure. Quelle étape suivante fera basculer l'élan en ancrage durable? Au-delà des institutions et des chiffres, la transformation décrite touche des personnes ordinaires, dans des gestes discrets qui changent la manière de vivre. Pour une adolescente en zone rurale, l'ouverture d'une école ou l'accès à une bourse ne signifie pas seulement d'aller en classe. Cela peut signifier rester dans le circuit scolaire, retarder un mariage précoce, apprendre à se projeter et découvrir que sa voix a une place légitime. L'augmentation de la scolarisation des filles telle qu'elle est rapportée se traduit alors par une chose très simple, davantage de trajectoires qui ne s'interrompent plus trop tôt. Pour une femme enceinte, l'existence d'un centre de santé accessible et de services prénatal réguliers change le quotidien à un niveau vital. La baisse de la mortalité maternelle ne se lit pas comme une statistique lointaine. Elle se vit comme une réduction du risque, un accès à des soins de base, une présence médicale plus proche. Cela peut aussi modifier la relation à la communauté. Lorsqu'une femme est suivie, elle n'est plus seule face à la fragilité, et son entourage apprend progressivement à considérer la santé maternelle comme une priorité collective. Pour une famille, l'entrée d'une femme dans un emploi rémunéré transforme l'équilibre économique et psychologique. Le revenu peut financer l'école, les soins, l'alimentation,
mais il peut aussi redéfinir la place de la femme dans la décision domestique. La source insiste sur ce réinvestissement vertueux. Quand l'autonomie économique progresse, elle consolide l'éducation et la santé et renforce la cohésion locale. Deux gestes concrets peuvent accompagner ce mouvement: encourager la discussion intergénérationnelle dans les familles et soutenir les espaces de parole dans les écoles. C'est souvent là, dans le quotidien, que la réforme devient durable. Pour que l'élan né après le 2 novembre 2025 ne se dilue pas, la source suggère implicitement une logique de séquençage. Transformer une parole en mécanisme durable, puis en pratique sociale stabilisée. Une feuille de route crédible doit relier clairement qui fait quoi, quand et comment mesurer, sans promettre l'effacement immédiat des résistances. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un simple initiateur, mais comme celui qui doit garantir la cohérence entre le symbole et l'exécution. D'abord, à très court terme, il s'agit de consolider l'architecture nationale. La commission dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes doit fonctionner comme un centre de coordination, collecte d'informations, suivi des actions et articulation entre ministères. Pour suivre les progrès, on peut observer nombre de dispositifs opérationnels et fréquence des rapports publics. Ensuite, à court terme, il faut sécuriser l'accès à l'école pour les filles en zone rurale. L'ouverture d'écoles et les bourses doivent être stabilisées, avec un effort parallèle sur la qualité, enseignants formés, continuité du matériel et réduction des abandons. Pour suivre les progrès, on peut observer taux de scolarisation et taux de maintien dans le cycle par zone. Parallèlement, à court terme, il convient de renforcer la santé maternelle là où le risque est le plus élevé. La construction et le renforcement de centres de santé doivent s'accompagner de formations de sages-femmes locales et d'un suivi prénatal régulier. Pour suivre les progrès, on peut observer couverture prénatale et évolution de la mortalité maternelle. Puis, à moyen terme, il devient essentiel de ancrer l'autonomisation économique. Les projets de microcrédit et l'accès à l'emploi agro-industriel doivent être complétés par un accompagnement en gestion et en compétences pour éviter une dépendance fragile. Pour suivre les progrès, on peut observer stabilité des revenus et continuité de l'emploi. Enfin, de manière transversale, il est nécessaire de gérer les résistances par le dialogue, travailler avec des relais communautaires, y compris des autorités traditionnelles, pour éviter une polarisation. Pour suivre les progrès, on peut observer nombre d'espaces de médiation et baisse des blocages locaux. Dans ce récit, tout revient à une scène initiale, une journée de commémoration qui aurait pu rester un rituel et qui devient un point de rupture. Le plus marquant n'est pas seulement ce qui a été dit le 2 novembre 2025, mais ce que cette parole autorise ensuite. Une société qui, selon la source, gardait certains sujets dans l'ombre, commence à les porter au grand jour. Une radio diffuse des extraits en continu. Une salle de classe à Wahigouya se transforme en cercle de parole. Un village du Sahel tient une réunion que l'on jugeait impossible quelques mois plus tôt. Ce sont des détails, mais ce sont eux qui donnent un sens au mot transformation. Ibrahim Traoré ne se résume pas à une figure d'autorité. Il devient le déclencheur d'un déplacement de seuil, un leader qui oblige chacun à choisir entre le silence et la responsabilité. Pourtant, l'émotion ne suffit pas. La source rappelle que la résistance existe, que les traditions ne s'édonnent pas sans tension, et que l'avenir dépendra de la capacité à tenir la ligne sans fracturer le pays. La phrase clé pourrait être celle-ci: la dignité ne se décrète pas, elle se construit. Le récit présenté laisse une impression simple: un discours peut ouvrir une brèche, mais seule une société peut la transformer en chemin. Ce qui se joue ici n'est pas seulement l'image d'un président, ni même la réussite immédiate de quelques mesures. C'est une reconfiguration lente, faite d'écoles qui restent ouvertes, de centres de santé qui continuent de fonctionner et de communautés qui acceptent peu à peu de nommer ce qui était tabou.
Ibrahim Traoré a, selon la source, lancé un mouvement qui touche à la dignité et à l'égalité, 2 mots qui deviennent concrets lorsqu'ils protègent une vie, maintiennent une fille à l'école ou donnent à une femme un revenu stable. Si ce texte a une portée, c'est qu'il oblige à regarder la transformation comme un effort collectif. Institutions, famille, relais communautaires et surtout continuité dans le temps. À ce stade, la meilleure façon d'accompagner l'analyse est de rester dans le dialogue. Quelles mesures vous semblent décisives et quelles résistances vous paraissent les plus difficiles à dépasser?